Bienvenue à ce deuxième panel de la journée de la série Montréal Connect. Aujourd'hui, dans ce deuxième panel, nous allons parler. C'est moi qui parle, fait que je commence à vous connaître un peu trop. Hein. Alors, je vais vous proposer de prendre place, ceux qui sont avec nous, juste avant de vous présenter nos panélistes et de vous parler un peu de cette discussion que nous aurons dans les prochaines 50 minutes, en fait. Et tandis que vous prenez place, je vous rappelle de ne pas vous sauver trop vite quand je vais dire que ça va être terminé, parce que nous avons avec nous les gens de la LNI, de la Ligue nationale d'improvisation, qui vont revenir sur quelques concepts qu'on va avoir abordés à leur façon. Je vous le dis tout de suite, ils ne feront pas une conférence, ils vont vous improviser quelque chose à partir de tout ça. Là, je vois déjà que Salomé Corbeau a l'air tannante, vous risquez d'avoir toute une impro. Alors, nous allons parler de la place des données et de la connectivité dans le GIS, dans l'IoT, alors l'Internet des objets, IoT en anglais, et dans la fameuse ville intelligente ou Smart Cities, ou les Smart Cities. Je vous présente nos panélistes. Megan Bange, il a fallu qu'on apprenne respectivement à prononcer nos noms, c'est toujours quelque chose qu'on vit. Alors, qui travaille avec plusieurs joueurs du domaine de la construction au niveau fédéral. Elle travaille avec Services et Approvisionnement Canada. Et aujourd'hui, elle vient ici parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la question même du BIM, entre autres, de la modélisation, etc., des buildings, et qui s'intéresse aussi à tout ce qui est, je dirais, flux d'informations, procédés, etc., dans la construction et dans le secteur immobilier. Nous avons aussi avec nous Nawel Lafloun. Nawel est doctorante en génie de la construction. Elle était architecte en Algérie et possède une maîtrise en gestion des infrastructures urbaines. Qui dit infrastructure urbaine, on est justement dans la question des villes intelligentes, etc. Elle a étudié à l'École de technologie supérieure, l'ETS. Elle a quelques 13 années d'expérience en gestion, en architecture et en aménagement du territoire. Nous avons aussi avec nous Adrien Laporte. Adrien Laporte qui est de Smart Pixel TV. C'est bien ça? Oui. Alors lui, comme le nom de son entreprise le dit, on va être plus dans je dirais, voir un peu les données, voir comment ça se présente. C'est quelqu'un qui est plus du domaine des arts. Vous avez commencé comme graphiste et là maintenant vous êtes vraiment dans la visualisation de données. Et il a donc lancé une entreprise dans les contenus numériques. Et aujourd'hui, vous êtes là justement pour nous parler de comment les données, justement, on peut les voir mieux, etc., quand on veut parler de Smart Cities. Vous reconnaîtrez ceux qui étaient là un peu avant, Éric Poirier, qui est vice-président du groupe BIM du Québec, membre du CA de Building Smart Canada, et il a un doctorat et une maîtrise en génie de la construction de l'École de technologie supérieure et un baccalauréat en architecture de l'Université Laval. Et je termine avec Bertrand de Rome, sur qui j'ai très peu d'informations, puisque nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours à peine, alors qui est du World Design Organization. Il s'est dit qu'il nous allait nous parler plus un peu de design, justement, dans la ville, ce qui est sa spécialité. Est-ce que vous voulez ajouter un petit quelque chose là-dessus, Bertrand? Non, ça définit assez bien. Ça définit assez bien. Quand je leur demande de rajouter quelque chose, sur le coup, les gens rougissent tout le temps un petit peu. Vous m'en excuserez. Donc, nous allons procéder avec la première question. On parle beaucoup de villes numériques et je précise juste que je vais traduire la question pour aider Mégane à répondre pour qu'elle puisse comprendre les concepts qu'on veut aborder. On parle beaucoup de villes numériques, de villes intelligentes aussi, et il y a déjà des distinctions à faire dans ces deux concepts-là. Et donc, où est-ce qu'on en est au Québec dans ça et dans le développement, disons, d'une ville intelligente? For you, Megan, we are talking a lot about the digital city. C'est moi qui va en plus trébucher. The smart cities. And there's already distinctions that should be made between these two concepts. So we will try to discuss where is Quebec now. You will probably bring the Canadian perspective on that and how we could contribute to developing an intelligent city or a smart city. Et pour commencer là-dessus, j'ai Nawel qui s'intéresse beaucoup à ces concepts-là, qui avait envie de nous expliquer un petit peu justement comment on peut distinguer un peu tout cela. Je vous passe la parole, Nawel. Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Pour commencer, donc les gens ne divergent pas seulement dans la façon de nommer la ville intelligente. Donc, par exemple, cyberville, ville verte, ville numérique, alors qu'il y a que les deux villes numériques et intelligentes diffèrent dans la façon
non seulement dans la façon de la conceptualiser, mais aussi il y a une confusion entre les deux, Oui. ville numérique intelligente, et il y a des différences et des similitudes. En premier, la ville intelligente, le cœur de la ville intelligente est la stratégie de développement durable et l'utilisation des ressources, de ses propres ressources pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens d'aujourd'hui et de demain, exactement comme la gestion des actifs et le génie urbain. Pour tout ce qui est ville numérique, donc la ville numérique, c'est une tendance libre émergente qui repose sur la fourniture de services numériques par le gouvernement, alors que la ville intelligente est une tendance politique qui repose sur l'amélioration de l'environnement de la ville. Donc, en résumé, ils sont différents dans leurs objectifs, stratégies et projets à mettre en œuvre. Ensuite, il y a une confusion entre les deux et la confusion, elle tient au compte que les deux utilisent la technologie, spécifiquement l'éthique, technologie de l'information et de la communication, pour améliorer le développement économique de la ville. Et donc, si je résume un peu ce que je comprends, c'est que la ville numérique, c'est vraiment au niveau des services numériques de la ville. Par et notre ville intelligente, c'est vraiment toutes les données, etc., tout ce qu'on peut faire là, pour améliorer, je dirais, mais dans la ville en grandeur et pas nécessairement par un service de la ville aux citoyens. Elle peut reposer la ville intelligente sur la ville numérique. Ça améliore la rapidité et la fourniture de données. Mais je parle comme prouvé dans la littérature et dans différents... Parce que j'ai rédigé un article scientifique sur ça l'an passé et j'ai donné un résumé sur la différence entre les deux et les similitudes. Et si on parle, par exemple, au niveau, vous, Megan, qui êtes plus du côté de la politique fédérale, tout ça, est-ce qu'il y a des concepts, is there any concept that really distinguish between digital city and smart cities when we're talking about Canada globally? Absolutely. I think that at the moment, there are a couple of efforts. Firstly, to definitely relate ourselves with the municipal and provincial or territorial counterparts in our broader context in Canada, where smart city strategies, which very similarly are about interfacing with the user of an urban space, really. And that the smart city is all about using the data that's available for the improvement of the experience. So it's all about user experience, really. And who is a user in a city? Is it a citizen? Not necessarily just tourists. So for example, at the national level, PSPC and other departments are really interested in improving that experience, not just for the municipal citizen or the provincial or territorial citizen, but also for visiting people, visiting users, and also the larger context, which would be, why stop at a smart city? What about smart infrastructure? What about smart buildings? And it's all about using that data intelligently to either improve the performance, so sustainability, or improve the usability of a particular part of the infrastructure, whether that's a road, a bus, or maybe even weather. Yeah, I was better weatherman. I was about to give the example of weather, de la température, par exemple, ou du niveau de pollution, par exemple. Hein? Yeah, exactly. Smog. New York has something like that. And we actually do have, so there's Infrastructure Canada who released a Smart City Strategy Contest, which is being renewed every year. And I know, for example, Montreal bid on that. Yes. And I think Victoria, Quebec, BC, Vancouver, there were the two. So, I mean, there are lots of cities that are really interested in doing this, Ottawa included. But it really requires that data that comes from the digital city to be able to actually leverage. And the digital city meaning almost like a digital twin, that there's something there to give context to the usability of this data. And of course on open data, sur les données ouvertes aussi, pour que les compagnies qui veulent créer des applications pour la ville intelligente puissent avoir de la matière pour travailler. Donc, il faut qu'il y ait des données finalement pour tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose là-dessus, Adrien? Parce que vous aimez, vous, voir les choses une fois qu'on a des données puis qu'on le fait. Quand on parle de ville intelligente ou de ville numérique, est-ce que ça vient sonner quelque chose chez
le développeur de vision, si on veut. Bien sûr, en fait, toutes ces données-là, c'est quelque chose qui est pas tangible, donc que les personnes aimeraient certainement, éventuellement, dans le futur, pouvoir consulter. Nous, on est encore un petit peu prématuré pour nous là, de penser à des produits ou à des applications dans notre domaine pour les Smart Cities, étant donné que c'est quand même un milieu qui est en croissance. Mais lorsque ça va être bien établi et qu'il va y avoir des entreprises qui vont devoir contrôler ou visualiser en temps réel ces données-là au travers d'interfaces ou au travers de programmes sur des écrans ou sur d'autres sortes de médiums, que ce soit du VR ou du AR, c'est sûr que ça va devenir très pertinent pour nous de pouvoir offrir là, des solutions qui vont permettre de visualiser ces données-là, les filtrer, et tout ça, en fait, sous forme de cartographie 3D. Pour créer des expériences pour les citoyens, justement. Là. Pour les citoyens, ça pourrait être, mais aussi pour, comme j'expliquais, là, pour une entreprise qui souhaite contrôler ces données-là ou pouvoir les consulter en temps réel, que ce soit, par exemple, une entreprise en sécurité ou que ce soit n'importe quel type d'entreprise qui a besoin finalement simplement d'avoir accès à ces données-là puis pouvoir dire dans tel secteur de la ville, à telle heure, voici ce qui se passe, comment est-ce que ces données-là sont influencées, que ce soit, mettons, du flux de trafic ou n'importe quoi, là, pour pouvoir mieux visualiser puis mieux comprendre là, ces choses. Donc, pour que ça paraisse plus accessible pour ceux qui veulent se servir des données. Exactement, oui. Et là, j'ai envie justement de demander à Éric comment tout ça vient en lien avec justement l'idée là, de tout le construit, si on veut, de la ville. Là. On érige des bâtiments, on fait plein de choses. Et comment cette idée-là d'une ville intelligente s'arrime dans ça, dans la planification là, qu'on fait de la construction? J'ai l'impression que je me répète, là, j'ai un peu vidé mon sac tantôt, mais je vous dirais... Non, mais non, c'est une bonne question. Dans le fond, ultimement, la question, c'est où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Ouais. On peut envisager, je vais me répéter, à la base, l'interaction avec le citoyen. Ça demeure la raison d'être de la ville. C'est justement, c'est de créer un écosystème pour les citoyens, pour pouvoir bien vivre, travailler et tout. C'est quand on regarde la ville intelligente de Montréal, les autres, c'est deux axes, c'est la mobilité puis l'accès à la nourriture. Oui. Donc, tout est évidemment interconnecté. Moi, l'approche qu'on a, nous autres, c'est quoi qui sous-tend tout ça? Comment est-ce qu'on commence à baser? C'est quoi les fondations de la ville intelligente? Puis où est-ce qu'on s'en va avec ça? Dans le fond, encore une fois, c'est la notion de service aux citoyens, puis aussi la notion de décision. Quand on pense à l'urbanisme, au développement des villes et tout ça, en ce moment, il y a des plans directeurs et tout, puis ils font peut-être un peu mieux en Europe, comment ils développent les villes et tout, qu'en Amérique du Nord. On va arriver dans un contexte où, on l'espère, où est-ce qu'on va pouvoir prendre des décisions d'urbanisme basées sur de la rétroaction puis des faits. Puis commencer à justement consommer cette donnée-là pour mieux concevoir et tout. Je me fais pas aimer j'ai un background en architecture, j'ai travaillé longtemps là-dedans. Je me fais pas aimer par les architectes quand je dis, le feedback, une fois que le bâtiment est livré. Et une fois que le bâtiment est occupé, la quantité d'architectes qui vont revivre leur bâtiment et tout ça, c'est pas quelque chose, pas une pratique qui est courante, puis je généralise un peu, peut-être c'est sûr qu'il y en a qui le font. Mais comment est-ce que tu reçois la donnée des hypothèses que tu as faites pour faire un design, que ce soit un actif, quoi que ça, comment est-ce que tu utilises cette donnée-là pour mieux informer le prochain design et tout. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, la ville intelligente, c'est ça. C'est de mieux informer les décisions qui vont être prises. Donc, c'est comme c'est en mouvement. Il y a des données qui entrent, puis à mesure qu'on développe, on est censé prendre ces données-là puis utiliser ça pour aller toujours un petit peu plus loin et comprendre mieux ce qu'on fait. Les infrastructures. Je parle de bâtiments, mais l'environnement bâti, c'est les infrastructures. Oui, tout à fait. Les routes, avoir des données sur les flux de trafic, sur les flux de piétons, la consommation d'énergie, commencer à avoir le smart grid, avoir les bâtiments interconnectés qui s'échangent. C'est un peu plus ça. Puis ça, c'est un peu plus l'approche, je pense, torontoise au niveau de la ville intelligente. De la fameuse Smart City, comme on la présente là-bas. Et là, Bertrand, je m'en viens vers vous parce que vous m'avez dit, moi, je suis quelqu'un qui est plus dans le design, qui est vraiment préoccupé de design à un niveau, je dirais, assez global. Et c'est ce qu'on vient de parler, là, ça s'incarne comment dans votre travail? Et en fait, le design peut toucher des produits, des services, des interactions utilisateurs. Et pour nous, il y a beaucoup de préoccupations et d'excitation vis-à-vis de ce qu'on est en train de mettre en place comme ville,
connectée et ville intelligente, dans la mesure où, si on prend un petit pas de recul, quand on a développé les villes après la Deuxième Grande Guerre, les grandes villes modernes, où on les regardait de très haut, on faisait des grands plans directeurs, on s'est rendu compte que ce n'était absolument pas des villes à échelle humaine et qu'on a eu beaucoup de problèmes, puis on travaille encore à corriger ces erreurs du passé-là. Et on espère que ce qu'on est en train de mettre en place comme infrastructure numérique va nous servir à aller chercher un meilleur feedback des usagers, des utilisateurs. Puis les usagers peuvent être des citoyens comme ils peuvent être des services publics aussi. Mais on espère que ce qu'on est en train de mettre en place, d'une part, on va avoir une approche de design centrée sur l'utilisateur et non pas une approche d'experts qui, du haut de nos connaissances, vont pousser, voici ce qu'on devrait faire avec la ville, mais qu'on va chercher ces interactions-là, d'une part, et qu'on va résister à l'appel du technology push, d'une certaine manière, où des fois, des entreprises qui ont les moyens travaillent avec les municipalités pour pousser et déployer certaines technologies, mais sans forcément toujours être bien ancrés dans la réalité de leur milieu. Et on sent une certaine urgence qui, des fois, nous fait peur un petit peu. Là, si je prends mon chapeau, parce que je préside aussi l'Association des designers industriels du Québec, la Ville de Montréal a lancé un appel d'offres cette année pour le développement de mobilier connecté dans la ville. Appel d'offres qui a été suspendu finalement, mais on demandait à des équipes de design et d'ingénierie de développer du mobilier connecté, de faire l'analyse des besoins et des enjeux en 3 mois, développer les concepts préliminaires en 2 mois. Alors qu'on parle de ce qui va être la structure porteuse d'énormément de développement dans le futur. Et donc, pour nous, c'est un drapeau rouge qui doit être levé sur comment est-ce qu'on va développer ça. Et on espère que des processus de design vont être mis en place, qu'on va partir de l'usager, utiliser beaucoup d'empathie plus que de technologie pour commencer à définir les besoins et les enjeux, et que la technologie va être mise au support de ce qu'on cherche à accomplir et non pas l'inverse. Je vais rebondir là-dessus parce que c'est intéressant. Puis c'était, je ne me rappelle plus où c'est que j'ai entendu ça, mais c'était super intelligent, fait que je vais le répéter sans la source, qui disait, dans le fond, en ce moment, on est comment on développe, quand on utilise des outils, ça a tout été dicté par des informaticiens et des développeurs. Donc, c'est sûr que les professionnels puis le monde qui construisent la ville sont pris dans un peu les contraintes des outils qu'on a. Donc, les interfaces sont moins intuitives et tout. Ce qui fait en sorte que ça limite beaucoup. On est très limité par ces outils-là. Donc, nécessairement, c'est ça, il y a un besoin là, que les outils du futur, les plateformes du futur avec lesquelles on interagisse soient développées par les utilisateurs. Puis ça, c'est une notion, il n'y a personne encore une fois qui va tomber en bas de sa chaise. C'est une notion qui est très répandue, mais je pense qu'à cause que en construction puis dans l'environnement bâti, les technologies, c'est quand même récent. C'est encore très immature comme approche là, pour designer les interfaces, designer les manières qu'on interagit avec ça. Oui, puis effectivement, c'est ça, pour aller chercher cette interactivité-là avec l'utilisateur, bien, il faut vraiment qu'on mette en place là, justement un processus pour avoir leur rétroaction, si on veut, à chaque fois qu'on avance dans ça. Et là, on a parlé beaucoup quand même de données, on a parlé de design, et j'aimerais savoir si vous pensez, puis là, il y en a qui vont dire, je pense qu'Éric, vous allez vous dire, oh mon Dieu, on se répète, mais c'est toujours tous les jours quasiment dans ce genre de panel-là, il y a des petites choses qui reviennent. Est-ce qu'on a assez de données présentement pour aller dans le sens justement d'une ville connectée, d'une ville intelligente? Puis est-ce qu'on valorise assez les données actuelles? So for Megan, I will repeat, do we have enough data right now to really say, oh, we'll go toward a connected city, toward a smart city? And do we value enough the data we have that is available right now? Et l'idée derrière ça, c'est qu'on se dit qu'il manque toujours à Montréal, je sais qu'avec la Ville de Montréal, il y a des données ouvertes, mais maybe on a Canadian level, you see different things. Peut-être que Noël aussi a des idées là-dessus. So maybe you would like to start with that. Sure. So I think that's a really interesting question because opening up even poorly quality assured data can still give really cool ideas to people like developers. Yeah. Who are creating applications as proof of concept that something's very intelligent and useful to have as an available data set. So open data, the whole concept of that, whether it's coming from a city or from a department or from larger government, I think is still very relevant. And I think we do value it, especially on the IT side of things. Whether or not we value it
as a whole, as the collective in Canada? I wonder. That's a very good question. I don't think I'm qualified to answer. That is funny because if you're not, I'm not either. Because I was like maybe Megan has an answer for me on this one because I found no information on that. Well, I think there's that layer of usability that has to be there. So that whole user experience to be able to basically contextualize what we're seeing. If it's not in a format that we can touch, swipe, enlarge, shrink, interact with. So it's not already been cooked. Even if it was amazing data, we wouldn't value it as much. So I think that there's definitely a two-pronged answer there. Yes. And then the other side of it is if we're actually talking about accurate results from that usability, probably not. I don't think there are any, and I'm going to say that like very loosely, but I don't think there are any cities that have enough data to do that appropriately for everything that they might offer as a digital service. Whereas, you know, if they pick one thing, so for example, infrastructure like roads, that might be something that would be achievable to take on first. So I think it's a ranged question for sure. Oui, alors ben, c'est ce qu'on disait justement. Je demandais à Megan si au Canada, on avait assez de données sur les villes, etc. Puis elle me disait, je ne crois pas même que tout ça soit clairement là, répertorié. Et même si on avait tout ça, est-ce qu'on serait toujours capable, parce que du côté des IT, etc., les gens sont capables souvent de jouer avec les données, mais ce n'est pas toujours évident pour ceux qui voudraient l'utiliser finalement, c'est pour utiliser ces jeux de données-là. Et là, peut-être que vous, Adrien, vous avez une autre lecture là-dessus, parce que il n'y a pas énormément de données encore, parce que même si on a des données ouvertes, tout ça, tout le monde, je vais vous dire, tous les jours, hein, les panels, quand on parle de données, dans tous les secteurs, les gens disent, bien, il y a des données, il y a des jeux de données, mais on en voudrait un peu plus, puis c'est souvent des entreprises privées qui ont ces données-là, puis on ne nous laisse pas toujours accéder à ça. Et vous, comment vous entrevoyez ça, vous qui voulez justement montrer la valeur un peu de ces données-là, ou donner des idées aux gens sur comment les utiliser? Bien, c'est sûr que au niveau d'une ville, comme j'expliquais tantôt, puis comme on vient juste de préciser ici, moi non plus, je pense pas, puis on travaille assez étroitement avec la Ville de Montréal, donc j'ai quand même une connaissance, je pourrais avoir accès à des données si vraiment il y en avait. Mais par exemple, au niveau d'un promoteur immobilier, on a un développeur qui va travailler avec un modèle Revit, qui est en fait une très petite portion, si on veut, d'une ville. C'est un édifice seulement, versus un promoteur qui va travailler avec des plans CAD en 2D. Donc, on voit, nous, en ce moment, beaucoup de nouveaux promoteurs qui s'orientent vraiment vers le modèle Revit. Et pour nous, ça change vraiment tout. Maintenant, comme on expliquait aussi, ce modèle-là, il est très lourd, il y a de la tuyauterie, il y a de l'électricité, il y a beaucoup de choses dedans. Fait que dépendamment de l'usage que tu veux en faire, c'est important d'avoir les bons outils. Et ces outils-là, en ce moment, sur le marché, sont très difficiles d'accès. Il y a des compagnies qui essaient d'en développer pour simplifier, si on veut, l'interaction avec le modèle 3D. Nous, on en développe aussi pour nos besoins à nous spécifiques. Mais je suis très confiant là, que dans l'avenir, justement, là, ça va devenir un standard, puis qu'il va beaucoup y avoir de ces modèles-là qui vont être disponibles pour les villes, puis permettre justement de pouvoir naviguer au travers de l'information précise. Juste pour le bénéfice de notre public, ouais. Revit, c'est un logiciel, c'est une Revit, c'est un logiciel, c'est un format en fait de modèle 3D qui est conçu en fait pour pouvoir permettre aux architectes et aux designers d'interagir avec une image 3D tridimensionnelle versus un plan 2D. Okay. Donc c'est un petit peu c'est déjà en cours là, très clairement. Mais c'est un petit peu la version 2.0 des architectes, si on veut, pour leur permettre de travailler plus rapidement. Et Nawel, de ce côté-là, parce que vous nous avez fait une distinction un peu là, de la ville numérique, de la ville intelligente, et là, quand on parle de données, qu'est-ce qu'on constate là, quand on fait de la recherche sur ce domaine-là? Est-ce qu'on a accès à suffisamment de données pour avoir, disons, la mesure de nos ambitions, disons? OK, donc... On a énormément de technologies aujourd'hui. La technologie, elle est accessible pour la collecte rapide et de qualité de données. Je ne pense pas qu'il est question de suffisance de données. Je pense que le problème est qu'on n'est pas conscient qu'on possède déjà une fortune de données. On n'est pas conscient de l'importance de données. On n'est pas conscient que celui qui détient la donnée, il possède le pouvoir. Tout simplement. Donc, on va penser à Facebook, puis on va déjà comprendre l'idée. Déjà, c'est un bon exemple, oui. Et puis, on a déjà une fortune de données qui est déjà collectée. Donc, qu'elle soit stockée sous forme de papier ou des tableaux Excel, qu'elle soit sur le cloud ou centralisée dans un big data,
Et puis, la donnée, elle est brute. Donc, il faut la traiter, il faut l'analyser pour nous informer. Et selon nos objectifs et nos besoins, on veut aller vers la ville intelligente. On sélecte la donnée pertinente. On sélecte la donnée pertinente, on l'analyse et on fait sortir les indicateurs et l'information qui nous aide à aller vers la ville intelligente. Oui, Megan. I was just gonna, a great analogy I heard one time for data collection is it's kind of like going grocery shopping hungry. You get home and you can't make anything with what you bought. You just like fill You the just bag. filled your basket with absolutely no organization in mind. And then you get home and all you can make is craft dinner. Yeah, so basically, if you don't want craft dinner, si on veut pas du craft dinner, il faut comme penser à qu'est-ce qu'on veut faire, puis pourquoi on collecte des données, Voilà. quel usage on veut faire de ces données-là. Et quelle décision? C'est quoi la Exactement, c'est ça. Fait que vous, Voilà. comme ça, justement, là, Éric, vous verriez ça en fonction de c'est quoi le type de décision qu'on veut prendre avec les ces questions données-là. qu'on veut poser. Puis, tu sais, les Anglais, ils font beaucoup de choses, ils font beaucoup de bruit avec les orientations qu'ils prennent, mais ils appellent ça des plain language questions. Mhm. C'est quoi, tu sais, combien de personnes passent par cette intersection-là par jour? Tu sais, des répondre à des questions très simples, puis une fois que ça découle, fait qu'on part pas de l'outil, on part pas de voici ce qu'on peut faire. Tu sais, c'est voici ce qu'on aimerait faire, voici donc la donnée qu'il faut collecter, puis voici les moyens de le faire. Et pour faire un petit peu de pouce sur ces éléments-là, évidemment, mon jupon dépasse, mais on répète souvent l'importance d'aller faire de l'ethnographie en design, d'aller sur le terrain, observer les utilisateurs. Donc, c'est une chose, effectivement, de savoir combien de personnes sont passées par une intersection. C'est une autre chose de savoir comment ils sont passés par l'intersection. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est-ce qu'ils sont assis sur une place à un endroit versus un autre? Comment ils ont profité, interagi? Et ça, pour l'instant, c'est des éléments qu'on a de la difficulté à faire ressortir des données brutes qu'on a, mais on peut espérer qu'à moyen terme, on réussisse à faire des liens entre l'observation ethnographique qu'on a sur le terrain et les données. Les données denses puis les données massives, finalement. Ouais, Parce que les données collectées par entrevue, tout ça, c'est du thick data, si je ne me trompe pas. Puis les données en nombre là, qu'on peut collecter beaucoup, c'est plus des données massives. C'est ce qui s'en va vers. C'est pas toujours du big data, mais c'est des données en masse, disons. Mais donc, encore là, j'espère qu'on va réussir à intégrer, que ce soit designers, sociologues, ethnologues, pour réussir à valoriser encore plus les données et leur potentiel. Pour mieux comprendre, c'est ça, genre, qu'est-ce qu'on peut aller tirer de ça, finalement. Oui, parce que, bon, là, l'objectif étant d'améliorer la qualité des services, la qualité de vie, qui sont, dans bien des cas, des données qualitatives difficiles à mesurer, à quantifier. Et donc, c'est là qu'il faut avoir cette balance entre la donnée qualitative et quantitative aussi. Megan, tu voulais réagir là-dessus? So I think that then with that, to respond to your question with a Yes. question, I think then it's what is the definition of value for data? Because is it based on being able to answer a question? Or is it being based on our ability to use it for something, to come up with something creative? Or is it based on quality? So I think that would be something to think about. I mean, it's different for everyone, again, based on the use Yes. case. But, yeah. And it's different regarding the type of project you have. Les gens qui font des projets artistiques vont nous dire les qualités, c'est pas toujours ça qu'on veut. On veut des données pour inspirer, finalement. Puis il y a des gens qui vont nous dire, ben là, on a besoin de données précises si on travaille en sécurité, exactement. etc. Fait qu'il faut un peu définir ce côté-là. Et dans ça, là, parce que là, on veut générer de la donnée, c'est ça qu'on est en train de se dire, quel rôle sont appelés à jouer des concepts comme l'Internet des objets, les systèmes de positionnement géographique dans la ville intelligente? So what roles, what would be the role of things such as the Internet of Objects, or even like the geographic positioning systems, I'm trying to translate as I go, in a smart city? Ça serait la question. Comment? Parce que l'Internet des objets génère des données, hein, et on peut se dire justement que le positionnement géographique aussi, c'est une autre façon d'aller chercher de la donnée puis de faire du sens avec ça. Et quel rôle, donc, ces deux concepts-là sont appelés à jouer là, dans le développement du concept de la ville intelligente? Je commence? Bien, si tu veux commencer. Je te voyais faire les honneurs. Je voyais Nawa faire les honneurs comme ça, là, mais vous pouvez tout à fait y aller. OK. Donc, l'Internet des objets nous fournit des données grâce aux capteurs qui sont connectés.
Et puis la donnée, elle est détectée pour nous informer sur l'environnement, par exemple, la température, le bruit, l'impact, enfin je dirais, il y a plein d'exemples. Et puis elle nous transmet la donnée en temps réel. Et les municipalités les villes peuvent profiter de ça et peuvent gagner du temps et économiser de l'argent grâce à ça. Par exemple, les capteurs qui sont collectés au sol, ils peuvent détecter les fuites dans le réseau d'Aqueduc et commander des travaux de réparation. Et puis, en ce qui concerne les SIG, les systèmes d'information géographique, donc aujourd'hui, on a un fort besoin de géolocaliser les données sur terrain. Et on a aujourd'hui la cartographie qui est digital et dynamique. Oui. Et puis, elle nous permet d'avoir une vision globale sur le territoire et elle nous permet de faire interagir, enfin interconnecter entre les métiers silotés. Donc, compléter et interconnecter entre leur vision et leur savoir-faire. Et puis, pour la ville intelligente, l'ambition est d'avoir une cartographie qui permet une hypervision de tous les métiers, de tous les usages des métiers pour pouvoir arriver à nos objectifs. Et quand vous dites voir tous les métiers, vous parlez de tous les métiers qui vont contribuer à la donnée ou à tout ça? Tous les métiers, je parle en général, okay. Les architectes, n'importe quel corps de métier, chacun a sa vision, on a une société multidisciplinaire, chacun voit la chose à sa façon, à sa manière, mais si on interconnecte les métiers, on a la donnée pour l'ensemble, on a une cartographie qui ressemble toutes les façons de faire. C'est ça l'intelligence. C'est ça la clé pour arriver à une ville intelligente. C'est pas juste une cartographie dynamique qui waouh, elle est belle et puis on fait rien avec. Oui, c'est exactement. Parce que dans le mot intelligence, c'est aussi l'idée de stratégie, hein, fait que de c'est penser, interconnecter les pensées, c'est avoir une hypervision. Tout à fait. Et quand on parle de ça, justement, là, je vous regarde, là, j'allais voir je suis pas mal sûre là-dessus, Adrien, que vous avez des petites choses à apporter aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des systèmes de positionnement géographique, avec l'Internet des objets, hein, pour, par exemple, montrer aux gens le côté pratique de ces données-là. C'est un peu la même chose, comme on disait. C'est sûr de ramener le pratique à l'utile, c'est très, très important. C'est pas nécessairement juste de faire quelque chose qui soit beau, mais qui soit aussi fonctionnel. Donc, pour ça, on a besoin, en tout cas, dans notre position à nous, dans où est-ce qu'on est sur le marché, on a besoin que des entreprises, des individus ou des associations viennent nous voir et nous disent « Voici mon besoin. J'ai besoin de voir tel type de données à telle heure de la journée en fonction de tel et tel autre paramètre. » Et nous, on va pouvoir à ce moment-là créer l'outil qui va leur permettre de compiler ces données-là puis les visualiser, que ce soit dans une pièce, dans un édifice, sur une rue, dans une ville, dans un pays au complet. Donc, c'est juste pour nous, notre capacité, c'est de concevoir cette carte-là qui soit à la fois pratique, mais qui soit aussi jolie si elle a besoin éventuellement de pouvoir avoir un aspect marketing ou un aspect pour convaincre en fait des personnes ou leur donner un accès plus facile pour rejoindre plus d'utilisateurs, par exemple. Parce que ces capteurs-là dont on parle, on peut, par exemple, évaluer justement combien de gens passent à un endroit, etc. Je ne suis pas le spécialiste des capteurs ni des objets connectés, mais j'imagine, en fait, je connais un petit peu ça. Je sais qu'on peut faire absolument n'importe quoi avec. Oui, c'est ça. C'est que pour vous ayez des capteurs, des puces, etc. Il y a bien des choses qui sont possibles, même des fils qui peuvent transmettre le mouvement, etc. Oui, je dirais qu'en termes de potentiel, c'est même étourdissant pour l'industrie et les municipalités de part et d'autre. Rêver les possibles et ce qui est impossible jusqu'à maintenant, c'est formidable. Donc, il y a des belles opportunités à la fois pour l'industrie et le monde municipal. Puis ça va de développer des meilleurs services, des meilleurs produits. Ça va influencer la qualité de vie à court terme. On pense à la mobilité, c'est un des low-hanging fruits, mais il y a toutes sortes de potentiels qui vont jusqu'à influencer comment les gens vont gérer leurs déchets si on a une meilleure captation de ce qu'ils gèrent. On a vu certaines municipalités avec des tout petits incitatifs, voir leurs citoyens transformer complètement leur comportement. Donc, si on vient utiliser ces technologies-là pour des fins comme celle-là, on a un potentiel de transformation dont on voit juste pour l'instant la pointe de l'iceberg. Oui, j'étais sûr que vous alliez vouloir rebondir là-dessus. Non, parce que... Je le sentais, là. C'est une des choses...
c'est clair. En ce moment, on navigue dans une espèce de mer incertaine. Il y a de la terminologie, il y a des nouvelles affaires. L'intelligence artificielle vient jouer là-dedans et tout. Il y a beaucoup de bruit là-dedans. Tu sais, à la base, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On capte la donnée, on la transmet, on la stocke, on la traite, puis on la consomme. Fait que peu importe que ce soit du GIS, du IoT, que ce soit du 4.0, c'est ça qu'on essaie de faire. Puis peut-être qu'il y a d'autres affaires qu'on essaie de faire, mais il y a quand même besoin de fondements communs. Puis c'est pour ça, puis là, je fais complètement la promotion de Building Smart, puis les approches de OpenBIM et tout. On a des schémas de données ouverts qui sont normalisés, qui sont reconnus internationalement. Donc, on n'a plus besoin de se questionner sur comment on schématise la donnée. Le GIS puis le BIM, je l'ai montré un peu en haut, il y a une interconnexion. Puis OGC puis Building Smart ont une entente. Puis ça, c'est des normes qui sont classifiées ISO. Donc, une minute qu'on a cette première fondation-là, on n'a plus besoin de se questionner sur c'est quoi la structure de données, tout ça. On l'a, on a la première base. Ensuite, c'est de la mettre en œuvre. Là, il commence à avoir des normes, ISO 19650, c'en est une, qui disent, bon, voici comment on organise l'information, voici comment on la livre, voici à travers le cycle de vie de l'actif. Donc, c'est juste, il y a en masse de stock qui existe pour formaliser, qui a formalisé notre approche à la donnée, à la capture et au traitement de la donnée. Il suffit, encore une fois, d'avoir une stratégie très claire, puis ensuite de la mettre en œuvre, puis de s'assurer qu'il y a une cohérence au niveau de l'industrie pour mettre en œuvre puis appliquer ces normes-là, puis ces approches-là. Fait que ce soit, peu importe la technologie, il y a quand même un tronc commun puis une base commune là, qu'on peut utiliser. Fait qu'on part avec quelque chose, on part avec une base. On part très, très loin, je pense. Ouais. Vous vouliez intervenir là-dessus? Oui, Noël? juste pour ajouter un petit quelque chose. Oui. On a la donnée, on a besoin des systèmes SIG, on a besoin de tout ce qui est BIM. Et puis, derrière la donnée, il y a quoi? On analyse la donnée. On a la donnée qui est brute. Il faut l'analyser, il faut faire sortir l'information. Et puis, on fait quoi avec l'information? L'information, elle nous mène vers le savoir. Donc, il y a des distinctions qu'il faut faire entre la donnée, l'information et le savoir. Donc là, on est dans la phase collecte de données. Mais après, il y a toute une stratégie à suivre. Donc, il y a une pensée stratégique à implanter, là, tandis qu'on est dans le processus, là, qu'on est là. Mégane, vous voulez réagir là-dessus? Okay, so again, I just want to question what everybody is calling Internet of Things and be the naysayer here. So Internet of Things in my mind, and guys, correct me if I'm wrong, but I think sensors are only like half the discussion, actually even less than that. Mm-hmm. Because realistically, it's the semantics of objects understanding their relationships to each other, right? Also, well, the levels, like, so sensors and if we follow the actual authorship of Internet of Things, the concept's coming from World Wide Web Consortium, so W3C, and the concept is that these objects are all hundreds of thousands of sensors in some cases. So, for example, if we ask the autonomous vehicles research labs in Ottawa, there's 60 to 75,000 sensors built into one intersection for an autonomous vehicle. And the reason being is quite simply you need to understand through location and context what it is that it's saying. So if there's a strip of road that's got black ice on it and a vehicle needs to know that to either detour, stop, set up some lights, whatever it might be. I mean, it's not just the vehicle, it's the intersection, it's the road, and they all have to be sort of referenced in some kind of framework. So it's the interpretation of data, but it's also the context and understanding relationships of things. And I feel like, sensors, it feels very new because this is a very new, relatively new conversation. But I mean, we've had sensors for forever. I mean, the simplest one I can think of is how long have we had a safety sensor on a table saw? Yeah. Very long time. So in comparison, it's the sheer magnitude of them and their ability to interact together for our betterment as a society and our betterment towards a goal that is really new at this point. And so in my mind, what's mind-blowing and is really beneficial to the smart city is that component of artificial intelligence or even just generative idea making that is behind the data, that we can start drawing connections without necessarily needing human influence at first. It can generate many iterations
and possible conclusions, and then it takes a level of humanity to therefore verify and validate that. Because there are labs right now who are designing IoT solutions for various Well, things. part of the concern, I mean, we can talk forever about how exciting this is, but until there's some kind of interoperability behind the sensor technology, it's not realistic. We can't create a smart city until all the sensor vendors decide they have a spec they're going to follow so they can all communicate the same. Right now, Siemens doesn't talk to Honeywell, and if you procure Siemens, you're stuck with Siemens, guys. Yeah, and so that's where, quand on parlait des données qui sont des fois chez les privés, quand vous parlez de Siemens, Honeywell, etc., eux, ils en ont des données qui viennent de ce qu'ils installent comme Internet des objets. Fait que là, on a tout ça aussi, là, toutes ces pools de données-là, un peu justement comme vous dites, qui ne se parlent pas et qui ne se communiquent pas surtout d'informations pour qu'on puisse, d'une façon, là, je dirais, j'ai juste le mot en anglais comprehensive, là, de réussir à analyser tout ça finalement. Là. And it's kind of like Google and Alexa. It's Yeah. like you have to decide which one your home's going to use. Which one you're going to help with your data? Who are you going to yell at? Avec qui tu vas avoir des interactions impolies pour essayer de faire jouer Spotify. Et côté design, justement, parce que là, quand on parle, Bertrand, de design, parce que là, ce qu'on disait justement, c'est la ville intelligente, les sensors, que ce soit des câbles qui mesurent l'interaction, etc., qui renvoient des données à justement des logiciels. Quand on veut faire du mobilier intelligent, c'est un peu dans ce sens-là qu'on s'en va. Fait qu'il y a vraiment une stratégie plus large à penser que juste dire on va mettre par exemple, des sensors ou des fils de câbles sur les bancs d'autobus pour voir si le monde s'assoit dessus. Là. Il y a quelque chose de plus à faire. Bien, ça fait partie des défis qu'on vit en ce moment, dans la mesure où on est dans le déploiement. Les technologies, les plateformes sont pas tout à fait matures encore. On est prêt avec toutes sortes de contraintes, mais en même temps, si on ne les déploie pas, ils ne vont pas s'améliorer non plus. Et donc, dans la situation de l'œuf ou la poule, c'est sûr qu'on doit continuer à les utiliser, les implanter. Maintenant, c'est peut-être le roadmap sur lequel les municipalités doivent travailler en collaboration, espérons-le, avec leurs partenaires, qu'ils soient privés, en termes des fournisseurs d'équipements et de leur firme de design pour s'assurer que on ne déploie pas trop rapidement des modules qui vont être désuets rapidement versus s'assurer qu'on les intègre puis qu'on en bénéficie le plus rapidement possible aussi. Pour ne pas se retrouver avec l'idée où on déploie des fois des solutions de compagnie qui n'existent plus après, puis on est pris avec des solutions propriétaires, puis des choses comme ça. Et quelles sont présentement, là, parce que là, on a parlé beaucoup qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais quelles sont les ressources là, présentement pour les villes puis pour les entreprises qui veulent prendre le pas, si on veut, puis qui veulent devenir numériques ou intelligents? So what are the resources right now for the cities who would like, or even the companies, the enterprise, who would like to start a project, who would like to be part of that idea of being digital or intelligent in terms of their construction? Ce serait quoi présentement les ressources? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez si quelqu'un... What would you advise them to do right now? Oui. So there's a few places you could look for data if you're looking for data. One of which is called the Federal Geospatial Platform and is a repository for open data sets released by the federal government alongside Treasury Board. If you're looking for sort of footprints for buildings in general, other than Google, you can go through Stats Canada now, who collects all of the CRA responses and actually some of the statistics in Canada and actually has a building database of footprints that is going to soon be released as an open data set. And additionally, there's lots of things that you can do to contribute and kind of discuss topics if you're interested in topic discussions for committees, participating, helping with sort of the use cases and the best practices and the standards conversations. We are hosting that on a website called Digital Built Government of Canada. Repeat that, Digital Built Government of Canada, bâti numérique, gouvernement du Canada. En français, l'adresse est en français. dbgc-bng.ca. J'ai bien écrit? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tweeter ça, qu'on puisse le retrouver après? On n'a pas un compte de médias sociaux. Ben, tu vois, Megan, tu as un compte Twitter personnel? Non. Non? Absolument pas. C'est encore moi qui vais être obligé de tweeter ça, là, tantôt. Et les autres, par exemple, du côté, vous avez parlé beaucoup des structures, Éric, tout ça.
qu'est-ce que ce serait les ressources qu'on offrirait, par exemple, au Québec à quelqu'un qui dirait, ben là, moi, je veux m'en aller vers ça. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des, il y a des groupes de communautés de pratique. Le groupe BIM Ouais. Québec en est un, qui essaie de structurer un peu la discussion autour de ça, pas que ça parte dans toutes les directions. On opère au niveau provincial. Il y a les groupes nationaux Building Smart Canada, Ouais. il y a des groupes internationaux. Donc, il y a énormément de ressources. Il y a du côté des Français, on a fait des arrimages donc, pour aller importer beaucoup des données. Donc, l'Internet, c'est sûr, c'est un repositoire d'informations. Il y en a des fakes puis il y en a des bons. Une chose, Building Smart est en train de mettre sur pied un conseil des infrastructures municipales pour l'accompagnement pour le BIM. Donc ça, c'est en cours de développement. Donc, on a repéré, là je mets mon chapeau Building Smart Canada, on a repéré un besoin pour l'accompagnement au niveau des municipalités, pour juste emboîter le pas vers, Ben oui. vers le numérique, puis basé sur les standards ouverts. La standardisation ouverte, ça c'est quelque chose qui est primordial pour ne pas justement être pris dans un système fermé. Qui est caduque, là, obsolète. Puis là-dedans, on a déjà la ville de Kingston, la ville de Calgary, fait qu'il y a déjà des municipalités, puis c'est un network quand même pan-canadien. Donc, il y a de plus en plus de ressources là, qui existent. Il y a la Fédération canadienne des municipalités, il y a des penchants québécois là, avec lesquels on essaie de faire avancer les choses. Donc, ça avance, mais c'est pas facile, surtout dans les structures municipales, à qui on parle, c'est qui la bonne personne, c'est qui le porteur de ballon, pour parce que c'est des gros changements. Mais si on regarde du côté de Singapour et tout ça, eux autres, ils ont commencé à demander des maquettes pour le permis. Donc, ils reçoivent, eux autres, les bâtiments, les maquettes numériques, les modèles numériques pour le permis, le permis de construction. Calgary s'en va vers ça. Donc, il y a des manières d'aller chercher de la donnée, d'aller centraliser ça et tout. Puis, il y a des ressources aussi pour accompagner. Donc, il faut que la ville fasse des premiers pas, puis ensuite, elle peut sensibiliser là, les entrepreneurs, tout le monde, à contribuer finalement. Là, à trouver les porteurs de ballon. Hein. Oui. Noël. Moi, je dirais oui, ça existe une bonne volonté du gouvernement, ça existe des initiatives. Et il y a, par exemple, le défi Ville intelligente ou la stratégie numérique du Québec. Mais à mon avis, ça reste un avis personnel, ça reste détaché de la réalité terrain. Les professionnels ont besoin ils sont en décalage. Donc, si je prends l'exemple de Singapour, qui a été pensé comme une ville intelligente, ou plus encore comme un pays intelligent, le gouvernement de Singapour et les régulateurs savent agir vite. Et puis, c'est pas une question de lenteur administrative. Et là, c'est une approche descendante du gouvernement vers le bas. Et moi, mon avis personnel, ça doit être dans les deux sens. Une approche non seulement descendante et ascendante à la fois. Donc, en premier, les villes qui veulent entreprendre le virage pour devenir intelligentes. Donc, ça nécessite une stratégie forte du gouvernement. Ensuite, il faut apprendre des villes pionnières et il faut favoriser les ressources locales. Et je dirais que IBM, qui est l'entreprise privée, qui était à l'origine du concept ville intelligente, et là, il faut favoriser le secteur privé aussi, qui a un grand rôle à jouer au Québec. Donc, on a les entreprises innovantes, on a les startups et les PME, et il faut leur donner l'occasion, la chance pour mener aussi le Québec vers l'intelligence. Donc, c'est un écosystème de gouvernemental et privé qui peut, comme tout le monde ensemble. Ouais. Là, on arrive à la fin. Il nous reste juste quelques minutes. Fait que là, ça va être le mot de la fin partagé entre Mégane et Bertrand. Là. Je ne vais pas garder le mot de la fin, donc je vais être impoli. Puis, juste pour faire un petit peu de pouce sur ce qui est mentionné là vis-à-vis du secteur industriel et des entreprises. Parmi les entreprises les plus innovantes que j'ai vues récemment, certaines se sont dit, OK, on va arrêter d'embaucher des designers, des ingénieurs mécaniques, on va embaucher des informaticiens d'ici à ce qu'on ait compris comment connecter tous nos équipements, toutes nos machines, d'ici à ce qu'on ait compris comment est-ce qu'on peut suivre nos pièces et s'assurer que donner de l'intelligence à nos pièces, à nos clients,
à ce moment-là, on pourra dire qu'on a compris et qu'on va pouvoir devenir des contributeurs pour une ville intelligente éventuellement. Donc, il y a ces compétences-là que les entreprises doivent développer. Et dans certains cas, si ça trouve ça lourd à développer simplement à l'interne, on les encourage aussi à se connecter avec des incubateurs où il y a des startups qui sont très innovantes et il y a de plus en plus de collisions et d'incubateurs qui favorisent ce maillage-là entre des manufacturiers, des startups technologiques pour s'assurer qu'on ne manque pas le bateau puis qu'on ait aussi dans notre secteur manufacturier des bons contributeurs à ce que va devenir la ville de demain. And Megan, you literally have the last word. Well, I just want to say that I think that everybody definitely has a role, but I do definitely think that government, whether it's at the municipal level, the provincial territorial level, or at the federal level, does have a responsibility to protect the data, the citizens, the users, and to set really the policy. The standards and the policies. Yeah. I mean, we're seeing that with Huawei, with Facebook. Oh, yes. And right now we see that even just with the sensors, not being aware that going with one vendor means you're locked in with that vendor possibly. So there's all sorts of levels that it becomes impactful. Oui, tout à fait. Megan conclut en nous disant que quand même les standards, en ce qui touche les données, là, tout ce qui est standards politiques, etc., c'est encore au niveau des gouvernements que ça devrait se décider. Je pense qu'on est plusieurs à le penser, même en ce qui a trait aux données personnelles. Alors, je remercie nos panélistes. Merci. Ça a été encore tout un marathon, 50 minutes sur un sujet. Je vous remercie. Et puis, nous allons poursuivre ensuite avec nos amis de la LNI. Fait que, petit applaudissement pour nos panélistes. Et là, préparez-vous à voir une autre version de la ville intelligente. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes effectivement du théâtre de la Ligue d'improvisation de la LNI, la Ligue nationale d'improvisation. C'est une invention québécoise. Le match d'impro, ça a été créé en 1977 à Montréal. Ça mélangeait le hockey et le théâtre. Depuis, ça devait durer 4 soirs. Depuis, c'est joué depuis 42 ans dans 8 langues, dans 30 pays. Et on a aussi au théâtre de la LNI toutes sortes d'approches où on se sert de l'improvisation dans des cadres comme aujourd'hui. Alors, nous, ce qu'on fait pendant le printemps numérique, eh bien, on recueille les données pendant le panel. Oui, il y a beaucoup de données qui se donnent. Et puis, on fait passer ça dans nos algorithmes à nous. Même, on ne les comprend pas. On est une grosse black box. Et voilà. Et on essaie de vous donner une petite scène après les panels comme ça pour voir ce que ça donne. Donc, petite scène improvisée pour vous, inspirée du panel que vous venez de voir. Place au théâtre. Place au théâtre. Ah, tiens. Parfait. Ah, salut. Allô? Excuse-moi, je pensais que j'allais être en retard, mais je voulais te remercier de m'avoir permis de naviguer dans le trafic. Je sais, c'est pas évident. Écoute, tu voulais me rencontrer? Je voulais te rencontrer. C'est parce que j'ai quelque chose à te confier. J'ai été à Singapour, j'ai été dans plein d'autres villes, mais toi, Montréal, j'ai l'impression qu'on a quelque chose qu'on pourrait mener plus loin dans notre relation. Ouais. Puis je me demandais, tu sais, t'es comme la première ville que j'aimerais présenter à mes parents. Tu sais, ils sont de Laval. Ah! Puis c'est ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'ensemble, on peut grandir. Oui, ensemble. Tu veux-tu quelque chose? Je prendrais peut-être un cappuccino lait de soya, s'il te plaît. OK. C'est ce qu'il y a de plus populaire à Montréal en ce moment. Ah! Ouais, ben oui, tu sais. Je sais. T'es tellement intelligente. Je pense que je pourrais faire mieux, mais je m'en viens pas pire. Oui. Je suis pas si intelligente, je suis surtout très débrouillarde. Ouais. Je te dirais que tout ce que je sais, tout ce que j'enregistre depuis des années sur mes citoyens, sur le vivre ensemble, sur tout ça, je commence, je te dirais, mais tu sais, je suis pas très vieille non plus. J'ai 377 ans, c'est rien. 377 ans, je commence à comprendre plein de choses. Et là, l'idée, c'est
Et c'est des heures de plaisir pour toutes mettre ça ensemble puis aider l'expérience citoyenne. Mais tu sais, justement, je pense T'es-tu beaucoup à toi. satisfait dans notre relation? Si je suis satisfait. Ouais. Écoute, tu me permets de vivre mieux. Ça te dérange pas trop, toutes mes cônes oranges? Non, mais garde, j'espère que justement, en ayant accès à plus de. Ben justement, je me disais, peut-être que tu aurais besoin de plus de données, puis peut-être que je suis en train de confectionner un grille-pain avec des senseurs que j'ai envie de donner à tout le monde, tu sais, pour peut-être t'aider. Je t'arrête tout de suite. Le nombre de toasts que mangent les citoyens de Montréal, ça m'intéresse pas tant que ça. Ah ouais? Il y a des choses plus pertinentes, tu sais, plus le nombre de pas qu'ils font. Oui. Ça, déjà, tu vois, si tu pouvais tout mettre les Montréalais sur un podomètre. Je pourrais connecter les souliers pour toi? Si tu veux. Mais demande l'autorisation avant, hein? C'est pas tout le monde qui veut des souliers connectés. OK. Non, c'est parce C'est que... ça l'idée, c'est-à-dire que je peux avoir des données, mais tu sais, je veux pas tirer dessus, je veux pas forcer les gens à m'en donner. Tu sais, je veux qu'on m'en donne, puis de là, je tire mes conclusions. De là, je me fais pousser un toit vert, tu sais. Montréal, Hein? voudrais-tu prendre toutes mes données? C'est beaucoup. C'est très impliquant. OK. Oh mon Dieu! Merci. Tu fais de moi le citoyen le plus heureux et connecté. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, On se souhaite un meilleur hiver. oui. Merci. De rien. Merci de la gestion des trottoirs que tu vas faire à l'avenir. Oui. Merci de la gestion des trous, des nids de poules. Oui. J'espère que je peux t'aider en restant connecté puis en allant m'asseoir sur des bancs qui ont des senseurs. Oui, des senseurs. Sur les bancs, c'est surtout pour le nombre d'obèses de la ville. C'est important de savoir si ces citoyens sont en santé. Ah ouais? Oui. C'est une joke! OK, On regarde pas merci. le poids des citoyens, voyons. Puis, est-ce que je peux te présenter à mes parents? Ils vivent à Laval. Oui. On peut-tu s'entendre pour unsick? Je traverse jamais le pont. OK. OK. Merci.